Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour le journal sur TV Sud. Nous sommes jeudi 28 juin, voici les titres de cette édition. Le centre de rétention de Nîmes repeint en rose, une action du collectif de soutien aux sans-papiers stoppée cet après-midi par la police. Cagoulé et ivre, un forcené tire des coups de feu en pleine rue à Nîmes dans la nuit de mardi à mercredi. L'homme a été maîtrisé par les forces de l'ordre. Le Languedoc-Roussillon s'exporte à Casablanca. Une 5e maison de région vient d'être inaugurée au Maroc cette semaine. Et puis pour finir, je vous propose d'assister à un concert chez un particulier, une initiative de l'association Gone Guts qui a déjà organisé une dizaine de spectacles dans des lieux atypiques à Montpellier. Et on vient de l'apprendre, Jacques Prévosto avoue l'assassinat de sa femme au 4e jour de son procès d'assises. Un procès qui s'est ouvert lundi devant les assises de Montpellier. L'ancien policier est accusé d'avoir tué sa femme également dans la police le 5 juillet 2009. Il avait alerté le secours alors que son véhicule avait pris feu sur la 75 en direction de Pézenas. Sa femme était restée à l'intérieur. À l'arrivée des secours, elle était décédée. Le verdict est attendu demain et c'est alors qu'interviennent aujourd'hui ses aveux après avoir nié ce crime pendant 3 ans. On y revient bien entendu dans nos éditions demain. L'action du collectif Imposons-nous tourne court à Nîmes. Une quarantaine de personnes se sont rassemblées cet après-midi devant le centre de rétention pour protester contre la détention et l'expulsion des personnes sans papier. Les forces de l'ordre sont intervenues mais personne n'a été interpellé. Voyez le reportage de Raphaël Baudouin. Opération coup de poing au centre de rétention de Nîmes. Les militants du collectif national Imposons-nous ont revêtu des combinaisons de peintres. Équipés de rouleaux, de banderoles et de moquettes, ils souhaitaient repeindre le centre de rétention en rose pour manifester contre la politique d'expulsion. En gros, le ministre il nous dit qu'il va mettre un peu de couleur dans la loi. Nous, on a voulu mettre un peu de couleur sur le centre de rétention plutôt que gris. Ça lui plaît pas vraiment. La tension est montée avec les forces de l'ordre, mais l'action se voulait militante et non violente. Le fameux débat sur les conditions inhumaines de cette politique migratoire n'a de fait pas lieu dans notre démocratie. On estime que des gens ont le droit de circuler même s'ils ne sont pas en règle et le devoir d'un État, c'est de mettre en règle des gens qui sont sans papier et de légaliser la situation. Les militants ont manifesté durant une trentaine de minutes. Une partie de la façade du centre de rétention a été retapissée de rose. Tout le monde est reparti dans le calme, mais bien déterminé à continuer la mobilisation. On va retrouver des lieux où faire ça. Il y a plein de centres de rétention en France. Pour nous, le but, c'est pas simplement un changement de propriétaire. Donc on va le dire au ministre de l'Intérieur. Et on va mener des actions de ce type un peu partout. Et on va les intensifier. Des actions de soutien aux familles de sans-papiers qui se multiplient alors qu'approchent les vacances d'été. En effet, les enfants scolarisés ne sont pas expulsables pendant l'année scolaire. À Montpellier, c'est toute l'école Jules Simon qui s'est mobilisée pour Sona, une élève de CE1. Un stand a été installé cet après-midi pour recueillir des signatures de soutien à la famille Gervaudian. La petite fille de 7 ans est arrivée avec sa famille en 2009 d'Arménie, où son père, journaliste dissident à Erevan, est menacé. La demande d'asile politique de la famille vient d'être rejeté. Écoutez. Je peur un peu pour ma famille, mais je voudrais rester en France avec ma famille parce que mes enfants sont bien intégrés. Notre demande d'asile politique est rejetée le CND. Aujourd'hui, nous préparons quelques dossiers pour demande à préfecture pour régularisation de notre situation. Pour nous demander pour 4 séjours, titre séjour. La famille Gervaudian qui doit déposer un recours la semaine prochaine. Un forcené ouvre le feu en pleine rue à Nîmes. Ça s'est passé vers minuit, dans la nuit de mardi à mercredi. Poursuivi par les policiers de la brigade anticriminalité, l'homme âgé d'une trentaine d'années a ensuite braqué 2 automobilistes. Il a été maîtrisé par les forces de l'ordre. Les détails, Olivier Michel. C'est rue de Condé, face à l'église Saint-Baudile, dans un bar de nuit, que l'homme enivré, avec 1,6 g d'alcool dans le sang, a commencé à semer la panique en terrasse. Il a sorti une cagoule et un pistolet d'alarme et a tiré un coup de feu en l'air. On lui conseille de s'en aller, quoi. Voilà, il n'y a pas d'altercation, il n'y a pas de bousculade, rien du tout. Et puis, quelques instants plus tard, il va revenir, cette fois-ci avec
non seulement une cagoule qu'il avait donc déjà, une arme de poing et un fusil à pompe. Mais la BAC arrive en même temps sur place. Le forcené recule, se dirige vers la rue Vincent Fayta et tire par 3 fois sur les forces de l'ordre qui répliquent avec un flashball. Il braque ensuite 2 automobilistes qui arrivent à s'enfuir. Et à ce moment-là, il a pointé ces 2 armes en direction précise de ce policier, lequel, se trouvant en situation là, difficile et susceptible d'être dangereux, surtout qu'il venait d'y avoir des tirs et des menaces à l'encontre de particuliers, a réagi en tirant dans sa direction et en l'atteignant. L'homme touché au thorax est toujours hospitalisé dans un état critique et n'a pu être entendu. Il est néanmoins déjà connu des services de police. Âgé de 32 ans, il a fait l'objet de 8 condamnations pour vol, violence sur policier et détention de stupéfiants. Et puis on revient à présent sur les abrévades longues qu'on craignait menacées dans le Gard. Certains maires avaient même annulé cette partie des festivités ces dernières semaines. En cause, une circulaire préfectorale qui rappelait l'obligation de sécuriser le parcours des animaux. Un barriérage impossible dans les faits lorsque le trajet entre le Pré et les arènes est de plusieurs kilomètres. Devant la réaction de certaines municipalités, la préfecture du Gard corrige le tir et explique que la circulaire a été mal interprétée. Écoutez. Notre objectif à travers cette circulaire, c'est de rappeler un certain nombre de conseils, de bonnes pratiques qui visent à minimiser les risques, à la fois d'abord pour le public et puis ensuite pour les élus dont la responsabilité peut être, en cas d'accident, recherchée par l'autorité judiciaire. Cette circulaire, qui doit être lue évidemment à l'aune de la précédente, rappelle l'obligation de barriérer pour protéger les spectateurs. Cette obligation, bien entendu, elle ne peut pas se concevoir sur un parcours qui ferait plusieurs kilomètres. Elle se conçoit en agglomération ou dans les lieux où un public nombreux est attendu. Il n'est pas question de demander aux maires d'assurer un barriérage sur l'ensemble d'un parcours qui pourrait faire plusieurs kilomètres. Nous savons que ça n'est pas à leur portée et nous savons aussi que ça n'est pas proportionné au risque pour les spectateurs dès lors que nous sommes en plein champ et qu'il y a très peu de spectateurs. Après les Royaumes-Unis, les États-Unis, la Chine et la Belgique, le Languedoc-Roussillon s'implante au Maroc. La maison de région de Casablanca est la 5e ambassade à l'étranger. Elle se situe dans des locaux de 650 mètres carrés dans le centre d'affaires de la capitale économique du pays. Une maison du Languedoc-Roussillon qui se veut multisectorielle. Budget de fonctionnement prévu 700 000 € par an. Jean Brun a assisté à son inauguration. Regardez. Coincée entre grands chantiers structurants et traditions séculaires, Casablanca est la ville la plus peuplée du Maghreb, avec presque 5 millions d'habitants. À elle seule, la ville blanche draine 25% de l'activité économique du Maroc, loin devant Rabat, capitale administrative du royaume. Après Shanghai, New York, Londres et Bruxelles, la région y a inauguré cette semaine sa 5e maison du Languedoc-Roussillon. Après le vin et les produits régionaux, ici l'ambition s'est adaptée au contexte d'un pays en plein développement. En fait, c'est du multisectoriel. Oui, on innove avec ce style de maison à l'extérieur, mais c'est pour servir l'économie, le développement économique, l'emploi. Je pense que c'est une belle opportunité aussi pour les entrepreneurs de la région Languedoc venir aujourd'hui participer à cette dynamique de développement qui existe dans notre pays. Ils sont enseignants, chercheurs, chefs d'entreprise ou élus. Au total, 96 personnes ont effectué le déplacement à l'invitation de la région, chacun avec un secteur d'activité présentant un fort potentiel de développement et d'échange avec le Maroc. Eau, logistique, enseignement universitaire ou encore nouvelles technologies ont fait l'objet de tables rondes franco-marocaines. Je pense que c'est une opportunité pour les entreprises marocaines de s'inspirer de l'expérience des entreprises françaises et surtout les entreprises, bien sûr, venant donc de cette région qui est une région riche et méditerranéenne. Donc nous restons toujours dans ce climat donc de la Méditerranée. Une Méditerranée que cet entrepreneur alésien a franchi sans appréhension en s'appuyant dès le début de l'année sur les outils mis à sa disposition par la maison Bidaoui. Ça m'a permis déjà d'avoir la mise à disposition d'un bureau entièrement équipé sans avoir à faire de recherche particulière à un coût très modeste puisqu'on est logé gratuitement pendant 3 mois, reconductible 2 fois. Et du personnel bien sûr puisqu'il y a les secrétaires, tout le matériel adapté pour pouvoir faire le business, les offres, imprimer les courriers commerciaux. Et puis pouvoir dire aux clients j'ai mon bureau, en plus ce quartier Palmier qui est un très joli quartier de Casablanca
Casablanca. Donc ça en impose. À la fin de l'année, cet industriel spécialisé dans le traitement chimique de l'eau devrait augmenter son chiffre d'affaires de 50% grâce à son implantation marocaine. Je vous emmène à présent à la plage à vélo. Désormais, on peut rallier le Gros du Roi à l'Espiguette en pédalant sur le premier tronçon de la voie verte de la plage dans le Gard. Une piste cyclable qui s'insère dans un projet plus global de véloroute. Via Rhône doit passer par les berges du Rhône et celle du canal du Rhône à 7, pour ensuite relier le lac Léman en Suisse au littoral gardois. Pour l'heure, ce sont plus de 2,5 km seulement qui sont ouverts au public. Raphaël Baudouin. Bonne nouvelle pour tous les promeneurs et tous les amateurs de vélo, vous pouvez désormais rejoindre la plage de l'Espiguette en bicyclette. Hier s'est inauguré le premier tronçon de la voie verte qui permet de relier le Gros du Roi à ses plages et qui plus est gratuitement car le parking de l'Espiguette est gratuit pour les vélos, de quoi ravir les touristes. Ça fait 25 ans que je viens, c'est l'autoroute quoi. Au niveau sécurité, facilité et tout, il y a pas de comparaison avec ce qui existe auparavant quoi. Moi, j'aime pas la grande circulation. J'ai horreur de rouler quand il y a trop de monde. Et là, c'est sécurisant, c'est génial. On a mis à peu près 25 minutes, 30 minutes depuis le Gros du Roi. C'est l'idéal, vraiment. Franchement, ça évite d'aller sur la route et c'est une sécurité pour nous, en fait, les cyclistes, puis également pour les piétons. Cette voie verte est la première dans le Gard à voir le jour dans un site classé. Des aménagements spécifiques ont été conçus pour se fondre dans le paysage. Ce que ça implique en termes de voirie, ce sont des choix, par exemple au niveau du revêtement. Donc un revêtement particulier qui va s'éclaircir avec le temps pour avoir une couleur de type sable. Ce sont des ganivelles, c'est-à-dire donc des espaces de séparation comme on le retrouve sur les dunes. C'est également beaucoup de potelés, donc un environnement bois qui est naturel, qui fait que cette voie verte s'intègre parfaitement dans ce paysage qui est un site classé. À terme, l'ambition est de relier les plages du Gros du Roi à Aigues-Mortes. Transformer son appartement, sa maison ou même son jardin en salle de spectacle l'espace de quelques heures, c'est ce que propose l'association Gumguts à Montpellier. Elle a déjà une dizaine de concerts atypiques à son actif. Une idée originale qui permet non seulement de passer un moment unique, mais aussi de promouvoir les artistes. Reportage Alexandre Fourmanois et Elsa Gonzalez. Les pierrots qui hurlent, assis au coin de la rue. Sous un ciel étoilé, le violoncelle mélodieux de Yaros donne quelques notes d'un rythme envoûtant dans le jardin d'une maison. Voilà la formule d'un concert Gumguts. Ouais, une bonne expérience et puis à refaire, ouais, pourquoi pas, même dans d'autres cadres encore plus insolites, ça serait une bonne idée, ouais, je pense. Seul l'accueil chaleureux des hôtes compte. Dans un jardin ou dans un appartement, les concerts s'adaptent aux lieux les plus insolites. De notre part, ça demande rien, quoi. C'est que du plaisir. Aucun sacrifice, aucun effort. Ils s'occupent de tout. On a fait un petit barbecue avant de commencer le concert. C'était vraiment super sympa. Si je vois que c'est la fin, si je vois demain. En plus de son aspect convivial, l'objectif de ce concept original est de promouvoir des artistes locaux et de les faire connaître au grand public. L'idée, c'est qu'ils obtiennent des dates de concert, pas seulement dans la région, mais aussi ailleurs. Aujourd'hui, un producteur qui est un programmateur de concerts à Rennes ou à Strasbourg, quand tu l'as au téléphone, ce qu'il cherche, c'est vous avez quoi comme vidéo live sur Internet. Donc nous, c'est ça qu'on leur permet aux artistes. On fait une captation live, sauf qu'on l'organise chez des gens parce qu'il y a une proximité, parce qu'il se passe quelque chose. Gumguts ne compte pas s'arrêter là. Les adhérents recherchent de nouveaux artistes pour élargir leur panel musical et des lieux plus atypiques. C'est la fin de cette édition. Demain, c'est Olivier Roiran qui vous présentera les informations. Passez une excellente soirée sur TV Sud.